Donc, la diverticulose ou maladie diverticulaire est une affection fréquente. Pardon. Donc, c'est une affection fréquente et industrialisée dont la prévalence augmente avec l'âge. C'est l'apanage du sujet âgé, touchant jusqu'à 2/3 des personnes de plus de 80 ans. Elle reste généralement, c'est une maladie asymptomatique dans la plupart du temps, mais peut cependant Donc, dans l'introduction, la définition de ce qui est diverticule, et ce qui est diverticulose, et ce qui est diverticulite et maladie diverticulaire. Donc, c'est plusieurs définitions. La définition de diverticule colique, il y a deux types de diverticules. La classification, le type 1, qui est une hernie de l'ensemble de la paroi colique. C'est une affection rare, généralement congénitale, et souvent se voit au niveau du sécom. Le type 2, qui est la plus fréquente et la plus connue, c'est une hernie acquise de la muqueuse et de la sous-muqueuse, la muqueuse et la sous-muqueuse, à travers la zone de faiblesse de la paroi musculaire du côlon, qui constituent les points de pénétration des vaisseaux coliques. Donc, par où entre les vaisseaux, c'est une zone de faiblesse, on appelle ça la fente vasculaire. La deuxième définition, c'est la diverticulose. La diverticulose, c'est un état asymptomatique du côlon qui correspond à une anomalie anatomique acquise avec l'âge. Il y a la formation de ces diverticules. Et la diverticulose, ça veut dire qu'il y a plusieurs diverticules. La localisation la plus fréquente, c'est le sigmoïde, mais on peut la retrouver dans les autres segments du côlon, à savoir le côlon gauche, le transverse, le côlon droit, mais rarement au niveau du rectum. Le rectum est généralement épargné, on ne trouve pas de diverticules au niveau du rectum. Donc, comme j'ai dit, la diverticulose, c'est un signe de vieillissement du côlon, une véritable entité pathologique. Troisièmement, la diverticulite aiguë, qui est une complication de la diverticulose et qui est due à l'inflammation ou à l'infection d'un diverticule du côlon. Et quatrièmement, la maladie diverticulaire qui correspond à la diverticulite et ses complications locales qui sont les abcès, les fistules, les péritonites d'origine diverticulaire et les sténoses, ainsi que l'hémorragie d'origine diverticulaire que nous allons détailler au fur et à mesure. Donc, vous avez ici une illustration de la paroi colique, comment se forme le diverticule. Donc, elle est caractérisée par la diverticulose est caractérisée anatomiquement par des ectasies saculaires à paroi fine. C'est-à-dire qu'il y a seulement la muqueuse et la sous-muqueuse. Il n'y a pas de couche musculaire. Ce qui fait ça, comme ici, je ne sais pas si vous la voyez, vous avez une évagination de la muqueuse et de la sous-muqueuse formant ce qu'on appelle le diverticule. C'est une illustration endoscopique. Quand on fait l'endoscopie, la coloscopie chez les sujets, on trouve ces sacules. Et ces sacules-là qui vont se compliquer par une infection, qui peuvent saigner, qui peuvent se perforer et entraîner des complications. L'intérêt de la question de la localisation colique est la plus fréquente du tube digestif. On peut trouver des diverticules au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, au niveau du duodénum, au niveau du grêle, mais la localisation colique, c'est la plus fréquente du tube digestif. Et cette fréquence est probablement sous-estimée parce que la majorité des diverticuloses sont asymptomatiques, comme j'ai dit, particulièrement chez les habitants des pays au mode de vie occidental. C'est une affection bénigne, mais dans les complications, on fait la gravité, soit inflammatoire ou infectieuse et hémorragique. Il n'y a pas de traitement spécifique, c'est le traitement des complications. Sur le plan épidémiologique, la répartition géographique, elle est plus fréquente dans les pays
au mode de vie occidental, c'est-à-dire qui ont la consommation de viande, de graisse. Et elle est rare dans les pays en développement, c'est-à-dire en voie de développement, et elle est rare en Asie et au Japon, parce qu'ils consomment moins de viande et de graisse, et qui favorisent ça. Du point de vue de l'âge, la fréquence augmente avec l'âge. Comme j'ai dit, c'est l'apanage du sujet âgé. Elle est rare chez le sujet de moins de 40 ans. On voit ça rarement, moins de 5% avant l'âge de 40 ans. Et ça, la fréquence va augmenter de 40 à 60%, à 60 ans. À 60 ans, on a généralement 40% des sujets âgés de 60 ans qui ont cette pathologie. Et cette fréquence augmente à 65% lorsque le sujet dépasse l'âge de 80 ans. Elle touche le sujet, elle touche la femme comme l'homme de façon égale, où le sexe ratio est de 1. Le siège de ces diverticules, c'est le plus fréquent au niveau du sigmoïde. Et on voit seulement 15% au niveau du côlon droit. Sur le plan éthiopathogénique, cette pathologie semble différente pour les diverticules selon leur localisation. Ceux du côlon droit, pour lesquels elle n'est pas connue, donc on ne connaît pas au niveau du côlon droit comment se forme, mais par contre, au niveau du côlon gauche et du sigmoïde, qui sont très fréquentes dans au monde occidental, l'association des troubles de la motricité colique la création, je ne sais pas, c'est... Donc, on voit ici sur le schéma comment se forme le diverticule. Vous avez, dans une alimentation pauvre en fibres, bien sûr, quand il y a l'alimentation qui est pauvre en fibres, le bol fécal est réduit. Et donc, ça va créer des troubles de la motricité. Donc, pour cela, on a des contractions importantes au niveau du côlon et ça va créer une hypersegmentation. Cette hypersegmentation, les spasmes, ce qu'on appelle les spasmes au niveau du côlon, va entraîner une élévation de la pression au niveau de la lumière colique qui va favoriser l'hernie de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la fente vasculaire et entraînant bien sûr la formation de diverticules. Donc, la diverticulose colique hypersymptomatique n'existe pas de relation de cause à effet démontrée entre la présence des diverticules et l'existence des symptômes digestifs non spécifiques, habituellement décrits au cours de la colopathie fonctionnelle. Vous avez, tout à l'heure, vous avez fait avec le professeur Boutan. Donc, il n'y a pas de corrélation, de cause à effet. Au cours de la diverticulite, l'inflammation est secondaire à l'érosion muqueuse du diverticule par un fécalite, c'est-à-dire un morceau de sel dur qui va entrer dans le diverticule. Il va entraîner des réactions inflammatoires. Ces réactions inflammatoires vont faire une rupture de la barrière épithéliale digestive et favorisent la translocation des bactéries intraluminales digestives. Cette inflammation de la muqueuse est à l'origine d'une hyperplasie lymphoïde à la base du diverticule, de lésions ischémiques localisées.
Et cette inflammation, avec l'infection péricolique de la graisse péricolique et de la graisse mésentérique, à proximité de diverticules, peuvent aboutir à la survenue d'abcès péricoliques compliquant les diverticulites. Sur le plan anatomopathologique, sur le plan macroscopique d'un diverticule, c'est une petite saillie sphérique ou périforme. La consistance peut être ferme, molle, ferme ou dure. La taille du diverticule varie de 1 à 7 mm. La couleur peut être rose, bleu, bleuté, marron foncé. Le nombre de diverticules va de 1 diverticule à plusieurs diverticules, voire une centaine de diverticules. Le siège le plus fréquent, les plus fréquents, c'est le sigmoïde, parce que le sigmoïde, le calibre est réduit du sigmoïde. La lumière sigmoïdienne est réduite par rapport au reste du côlon gauche, du transverse. Et donc, c'est là où il y a une hyperpression importante qui va favoriser la formation de diverticules. On peut bien sûr les retrouver au niveau du côlon gauche, du transverse, ou tous les segments du côlon. Si on fait une section de ces diverticules, on voit qu'il y a un épaississement, une hypertrophie des muscles longitudinales et circulaires, avec un aspect plissé ou ondulé en accordion, en aspect en accordion, et avec une muqueuse saine du diverticule, peut-être vide ou rempli de air. Le collet du diverticule il peut être étroit ou large, c'est-à-dire le pourtour de l'orifice diverticulaire. On peut parfois le retrouver très étroit ou bien large. Sur le plan microscopique, la muqueuse est doublée de muscularises mucosées qui franchit les plans musculaires qui sont épaissis, avec constitution d'un anneau scléromusculaire et d'une hypertrophie graisseuse réalisant une sclérolipomatose. Pour ce qui est de diagnostic, la forme la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'appendicite à gauche. C'est des douleurs, c'est une poussée de diverticulite qui est au stade, on va parler de diverticulite non compliquée d'abcès ou de fistule. Donc, elle donne un tableau d'appendicite à gauche. Sur le plan clinique, on a des douleurs, le plus souvent précoces, spontanées ou provoquées au niveau de la fosse iliaque gauche, qui peut déborder vers le flanc gauche, la région suspépienne. Le transit intestinal n'est pas modifié, seul dans la moitié des cas, mais parfois, on peut voir plus de la diarrhée que de la constipation. Associé aussi à des signes urinaires, à type de pollacurie ou dysurie. On peut retrouver aussi un léger fibricule entre 38 et 38,5 avec un pot accéléré et parfois même des signes de choc. Un amaigrissement dans 20% des cas. Et lorsqu'on fait l'examen clinique, il peut être normal ou bien on peut retrouver un ballonnement abdominal ou une défense de la fosse iliaque gauche. On peut palper une masse lorsque le sigmoïde, c'est le sigmoïde qu'on palpe, qui est épicé et inflammatoire. On peut retrouver, lorsqu'on fait le TR, le toucher rectal, une masse douloureuse au niveau de cul de grâce. Il n'y a pas, à ce stade, il n'y a pas de contracture. Sur le plan d'examen complémentaire, on peut trouver à la biologie un syndrome infectieux bactérien avec hyperleucocytose, les polynucléaires, un syndrome inflammatoire avec une CRP positive, une VS de sédimentation élevée. Le CBU, le CB des urines est normal en dehors des cas où il y a des fistules colovisicales. On peut trouver une infection des urines. Sur le plan morphologique, sur les examens morphologiques, l'abdomen sans préparation est généralement normal. Lorsque l'on fait un lamement barité aux hydrosolubles, qui n'est plus d'utilisation maintenant, on ne l'utilise plus, mais à l'époque, on réalisait ce lamement barité. On le fait avec des produits hydrosolubles, parce que s'il y a une perforation, s'il y a
donc on ne risque pas de provoquer des dégâts. Donc, il peut montrer des diverticules avec une atteinte segmentaire, surtout au niveau du sigmoïde, qui va montrer une muqueuse irrégulière avec un aspect en spicule, voire un rétrécissement de la lumière colique. L'échographie aussi abdominale peut montrer un épaississement pariétal colique hypoéchogène, réalisant un aspect en cible sur les coupes transversales avec hypopéristaltisme. Voilà une illustration radiologique qui montre l'aspect des images d'addition au niveau de la paroi sigmoïdienne. Vous voyez multiples diverticules. Ici, même, on peut trouver au niveau même du côlon droit, de sécom côlon droit. Mais le gold standard, c'est-à-dire l'examen le plus efficace, l'examen de référence, c'est le scanner abdominopelvien, qui présente une spécificité de 75 à 100%, une sensibilité de 69 à 95%. On peut s'aider par le remplissage de la lumière colique par de l'air ou un lavement aux hydrosolubles qui permet une meilleure définition des anomalies de la paroi et des régions péricoliques. Donc, le scanner met en évidence les diverticules. Il montre une densification ou l'infiltration de la graisse péricolique. Il montre l'épaississement des mésos et recherche une complication, à savoir un abcès, une péritonite, et peut la mettre en évidence. Donc, c'est un examen qu'il faut faire lorsqu'on est en face de ce tableau. Voilà une illustration d'un examen scannographique. Vous voyez ici les images hypoéchogènes. C'est la présence de l'air dans ces poches-là au niveau du côlon. La même chose ici. Deuxième examen à réaliser, c'est la coloscopie. Mais la coloscopie à la phase aiguë n'a pas de place. Il y a le risque de perforation, donc il y a trop d'inflammation. Donc, il faut surseoir à la faire. Et lorsqu'on la fait, on trouve de l'œdème, de l'érythème de la paroi colique. On peut retrouver un bombement sous-muqueux, d'où peut sourdre du pus. Donc, c'est un examen réalisé à distance de l'épisode pour éliminer une pathologie colique associée, surtout le cancer colique, pour voir s'il y a un polype associé. On peut la réaliser à titre systématique, c'est les sujets supérieurs qui ont plus de 50 ans à la recherche pour le dépistage de cancers colorectaux. Et elle est indiquée aussi avant de prévoir une sigmoïdectomie prophylactique. Nous allons la revoir dans le traitement tout à l'heure. L'évolution de cette maladie, elle est spontanée à la survenue. Si on laisse sans traitement, il peut survenir des complications. Sous traitement médical, elle est favorable, avec une guérison dans 70% des cas, mais parfois défavorable, du fait qu'il y a un échec au traitement médical. Et c'est là le stade des complications qui peuvent survenir. Les complications qui peuvent survenir au cours de l'évolution, dans les médias, c'est surtout l'abcès et la péritonite. Pour ce qui est des complications retardées, c'est surtout les sténoses et les fistules. L'évolution de ces complications est imprévisible. Ils peuvent récidiver dans un tiers des cas à 5 ans et 50% des récidives surviennent la première année et 90% lors des 5 années suivantes. Il n'y a pas de forme prédictive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, on peut prédire soit la guérison, soit les complications. Les formes cliniques. Il existe des formes cliniques.
On commence par les formes frustes ou latentes, qui sont asymptomatiques dans 80% des cas. Elles sont généralement fortuites. On les découvre lors d'une abnormalité, d'une endoscopie réalisée pour un autre motif, ou lors d'un bilan de la chirurgie, la plupart, ou lors d'un acte chirurgical sur l'abdomen. La plupart de ces patients restent sans symptômes et sans complications. Dans une moindre proportion, ces formes frustes ou latentes peuvent avoir des douleurs ou d'une sensibilité abdominale, comme un tableau de colopathie fonctionnelle, ballonnement, trouble de transit, surtout constipation. L'examen clinique est normal. On peut parfois palper un cordon sensible dans la fosse iliaque gauche qui correspond au sigmoïde. Sur le plan d'examen complémentaire, la biologie est généralement normale sur le plan biologique. L'abnormalité va montrer des diverticules, image d'addition arrondie à bord, comme vous avez vu sur les photos. On peut avoir aussi des modifications de la paroi, avec une diminution relative du calibre du côlon, avec aspect en ronde aussi, ou en pile d'assiette, qui montre un côlon très spastique qui favorise cette pathologie. La coloscopie pour ces formes frustes est indiquée en cas de doute sur la nature de l'image radiologique, mais doit être prudente sans trop d'insuffire, parce que c'est un terrain miné. Quand on rentre et on trouve des poches, ces poches-là, ces diverticules, on risque, lors de la progression du coloscope, de provoquer des perforations. Donc, il ne faut pas aussi insuffler, parce que quand on fait une coloscopie, on insuffle pour ouvrir la lumière polie. Donc, il faut prendre toutes ces précautions. Donc, cette coloscopie permet le diagnostic et permet d'éliminer les lésions associées et de mettre en évidence les complications importantes de l'hémorragie claviculaire. Les formes compliquées, on commence d'abord par les complications c'est l'artère claviculaire qui est secondaire à une perforation d'un dividicule. Et on a une diffusion de la tuberculose avec des sigmoïdes. Le siège généralement est périphérique, l'abcès au niveau juste à côté du côlon, périphérique, ou bien mésenterique dans le mésentère, ou à distance du côlon. Surtout l'abcès des sigmoïdes, on peut voir une persistance d'une aggravation clinique avec douleur cardiaque. À la palpation, on trouve une masse au niveau de la fosse iliaque sensible. Et au plus fœtal, on trouve une sensibilité et une masse avec associée ou des masses mastales du cul de Versace, du sac de Versace. Deuxième étape, c'est la mésentérique qui peut donner un tableau de fusion fibrile avec les masses sensibles à la main et toujours une sensibilité générale à la masse fluente. Sur le plan biologique, on trouve des significations médicales de cortisone et un certain inflammatoire potentiel très positif. À ce stade, la coloscopie a été par faire de la coloscopie. La variété des cellules ont utilisé. Et donc, c'est la coloscopie qui va décrire la taille, ses rapports, son accessibilité via le drainage percutané. Il montre un certain nombre d'aspects hétérogènes pour le fléchement et aux présences d'air ou en dehors de la lumière polyphonique. C'est les polyperforations. Donc, elle va mettre dans le siège et il y a une association de perforation ou de péritonite. C'est l'évolution avec la stade de l'abcès.
Donc, on passe sur cette situation d'échec. 4 stades. Le stade 1, c'est le stade d'abcès ou d'éclatement. Là, c'est le début, donc la mortalité post-opératoire généralement c'est de 0,5, il n'y a pas de mortalité. Et on voit cette mortalité progresser en fonction de la sévérité des lésions. Lorsque elle devient cloisonnée, la mortalité est de 4%. Lorsqu'il y a une péritonique virulente, la mortalité post-opératoire est de 20%. Et cette fréquence augmente à presque 45% lorsqu'il y a une péritonite stercorale, c'est-à-dire le décès au niveau des péritones. Les complications après les fistules, c'était des complications qui surviennent tardivement par rapport à la CC, qui sont la conséquence d'un drainage spontané d'un abcès dans une cavité anatomique adjacente, c'est-à-dire au niveau du vagin, les utérus, l'urtère, l'intestin grêle, l'ombilique, la peau, l'ovaire. Et la clinique dépend selon les sièges. Vous avez 3 types ou 4 types de fistules. Vous avez la fistule polo-visicale, c'est la plus fréquente. Et cliniquement, on trouve une pollacurie, une infection urinaire polymicrobienne, une malmaturie, c'est-à-dire du gaz. Lorsqu'on fait uriner, on a des sensations de gaz qui sortent par l'urtère. Ou bien de fécalurie, c'est-à-dire l'émission de sel dans les urines. Le diagnostic est fait par la cystoscopie, c'est-à-dire l'examen endoscopique de la vessie, qui va être évident, on le fait généralement, c'est pour voir les lésions au niveau de la vessie. Et le laboratoire peut montrer, quand on en faisait, peut montrer une communication entre le côlon et la vessie. On peut trouver à l'ASP ou au scanner la présence d'un pneumocystite, c'est-à-dire de l'air au niveau de la vessie, qui témoigne d'une perforation, enfin d'une fistule, une communication entre le côlon et la vessie. Le deuxième type de fistule, c'est les fistules colovaginales, qui se manifestent sur le plan clinique par des infections vaginales polymicrobiennes récidivantes, avec émission de gaz ou de sel par le vagin. Troisième type de fistule, c'est les fistules ilio-sigmoïdiennes, c'est-à-dire entre l'ilion et le sigmoïde, et qui se manifestent cliniquement par une diarrhée chronique. Et dernièrement, en dernier, les fistules colocutanées, qui peuvent compliquer surtout un geste de drainage. La péritonite généralisée, c'est la complication bien sûr la plus grave de la diverticulite aiguë. Le mécanisme de cette péritonite, bien sûr, c'est l'ouverture d'un abcès diverticulaire directement dans le péritoine. Et selon l'existence ou l'absence de communication entre l'abcès initial et la lumière colique, la péritonite sera stercoale ou purulente. C'est-à-dire, s'il y a une communication avec le côlon, même les matières fécales peuvent passer dans le péritoine, on parle de péritonite stercoale, ou bien c'est seulement l'abcès qui éclate dans le péritoine et va déverser son pus dans le péritoine. Les péritonites sans abcès préalable seraient possibles lors des perforations de la paroi colique d'origine vasculaire. C'est-à-dire quand il y a une érosion de diverticules, il peut provoquer des perforations de diverticules et entraîner des péritonites, bien sûr, sans passer par le stade d'abcès. Sur le plan clinique, bien sûr, la péritonite, quand vous connaissez les signes de péritonite, c'est la contracture, l'état de choc. Pour les formes, on peut voir des formes asthéniques, c'est surtout chez les sujets âgés, immunodéprimés ou qui sont sous traitement par les corticoïdes. Sur le plan biologique, un syndrome infectieux, une insuffisance rénale, des troubles hydroélectrolytiques.
Si on fait une radiologie de l'abdomen sans préparation, on peut mettre en évidence la présence d'un pneumopéritoine avec croissant gazeux. Et c'est la le scanner qui va mettre en évidence un épanchement gazeux ou liquidien intrapéritonéal. Bien sûr, le lab mobilité n'est plus là et en plus, il est contre-indiqué en cas de péritonite. Il ne faut pas le faire. C'est un examen qui a été abandonné actuellement. Il a été remplacé par le scanner. L'autre complication, c'est l'occlusion colique aiguë. Ça donne un tableau d'une occlusion fibrile. Si on fait l'ASP, on montre des niveaux hydroaériques. La coloscopie va mettre en évidence une sténose large, supérieure à 5 cm, serrée, très douloureuse, qui peut être précédée d'une zone de diverticule qui peut nous orienter vers la diverticulose. C'est en amont de lésions diverticulaires. La muqueuse est œdémaciée, fragile, non ulcérée, ce qui permet d'éliminer un cancer. Si on fait un lavement en barité, on va mettre un lavement aux hydrosolubles, ils peuvent mettre en évidence une sténose régulière, centrée, large, avec présence d'un ou de plusieurs diverticules. L'autre complication, c'est l'hémorragie diverticulaire. Cette hémorragie, c'est le sujet âgé, présente 30 à 50% des causes d'hémorragie digestive basse. Elle est toujours intraluminale, souvent abondante, nécessitant des transfusions sanguines, et jamais responsable d'anémie ou de saignement chronique. Elle est rarement chirurgicale car le saignement cède spontanément en 3 fois sur 4, mais parfois récidivante dans 30% des cas. Donc, c'est une hémorragie qui peut récidiver. Sur le plan clinique, bien sûr, elle survient sur le sujet âgé, dont la maladie diverticulaire est méconnue. C'est une hémorragie brutale, sans prodrome ni signe accompagnateur. Et lorsqu'on fait une coloscopie, quand on introduit le coloscope, on trouve un saignement actif avec parfois un vaisseau visible non hémorragique. Quand le saignement se tarit, on peut trouver un vaisseau visible au fond du diverticule, ou bien un caillot adhérent qui couvre le diverticule. On peut parfois, quand on n'arrive pas à trouver la cause de l'hémorragie, faire une artériographie ou une scintigraphie aux globules rouges marqués qui vont mettre en évidence l'hémorragie. Voilà une illustration d'une hémorragie diverticulaire. Vous voyez ici à gauche un caillot sanguin qui comble le diverticule associé à un saignement en nappe qui est en train de saigner. Voilà. À droite, c'est un saignement qui s'est arrêté. On voit quand même une inflammation au niveau du diverticule. Vous constatez un œdème ici sur le pourtour. Passons aux formes cliniques. Nous avons fait les formes compliquées, les formes cliniques. D'abord, les formes pseudotumorales, qui se manifestent par des douleurs chroniques persistantes, des modifications de transit, surtout avec une constipation, et parfois même voire une occlusion colique aiguë. La coloscopie va mettre en évidence une sténose, comme tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, une sténose serrée, très douloureuse. La preuve histologique ne peut être obtenue que si la sténose est franchissable, bien sûr. Il faut aller au niveau à l'intérieur de la sténose pour biopsie, pour éliminer un cancer. Le scanner va montrer une infiltration de la graisse péricolique avec absence d'adénopathie ou de masse intraluminale qui va permettre d'éliminer le cancer. Les formes selon l'âge, selon le siège, bien sûr, dans la diverticulose, c'est presque tout le côlon qui est atteint, mais parfois, on peut trouver seulement les diverticules au niveau soit du sigmoïde, les formes, ce qu'on appelle le diverticule du côlon gauche, surtout au niveau du sigmoïde, et qui se compliquent. Souvent, ils font des infections à ce niveau diverticulaire. Le côlon transverse,
Par contre, au niveau du transverse, on les retrouve dans 6 à 20% des cas. Ils sont le plus souvent asymptomatiques. Au niveau de l'appendice, ils se manifestent surtout par des hémorragies. Et comme j'ai dit au début, dans le rectum, le diverticule est très rare. On n'a pas vu vraiment, ça se compte sur les bouts de doigts. C'est pas, le mécanisme n'est pas connu. Dans les formes associées, vous avez aussi les formes associées qui peuvent s'associer, des diverticules coliques, qui peuvent s'associer avec d'autres diverticules digestifs au niveau du gaz, du duodénum, de l'œsophage. Et c'est exceptionnel. Ils peuvent être associés à une faiblesse pariétale, les hernies, les prolapsus, les éventrations, à une cholécystopathie, c'est surtout la lithiase vésiculaire. Je ne sais pas si vous connaissez la triade de Saint. La triade de Saint qui est associée herniatale, lithiase vésiculaire et diverticules coliques. On peut trouver aussi associé des endocardites, des polypes ou des cancers ou des troubles fonctionnels intestinaux. Le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, bon, il peut se poser devant une diverticulose non compliquée. Et là, il faut discuter souvent devant un aspect radiologique. Les résidualités d'un examen précédent, quand on faisait les lavements-barités, ils peuvent persister des dépôts de barite au niveau de la paroi colique, qu'on prenait parfois pour des diverticules. Vous avez les phlébolites, c'est des calcifications des veines, aussi les calculs urinaires, des fibromes calcifiés, des ostrations spasmées à sa base, ou bien le cancer. Donc, devant une tuberculose non compliquée, il faut penser à éliminer ces diagnostics. Par contre, devant une diverticulite aiguë non compliquée, on peut suspecter une appendicite pelvienne ou ectopique, une pyélonéphrite, un diverticule de Meckel, une salpingite. Par contre, devant une suppuration péricolique ou pseudotumorale, il faut éliminer le cancer. Ainsi, devant une sténose colique, il faut toujours éliminer le cancer. Devant une hémorragie digestive basse, il faut éliminer le cancer du côlon, les tumeurs vileuses, les polypes, les angiodysplasies, ou bien une hémorragie digestive haute qui est très abondante, un ulcère par exemple, un ulcère qui peut saigner, un ulcère gastro-duodénal, peut parfois se manifester par des rectorragies de grande abondance et peut prêter donc il faut éliminer ce diagnostic différentiel. Quand on est en face d'une péritonite, il faut penser aux autres causes de perforation colique, en particulier les colites inflammatoires et les cancers. Devant une fistule rectovaginale, colovaginale ou colovésicale, c'est surtout la maladie de Crohn, le cancer et les colites radiques, c'est les sujets qui subissent une radiothérapie. On passe au traitement. Et d'abord, quels sont les buts de ce traitement en cas de diverticulose ou diverticulite? Il faut d'abord améliorer la qualité de vie, traiter la poussée d'une diverticulite aiguë et traiter les complications. Quels sont les moyens dont on dispose? Il y a d'abord le régime hygiéno-diététique avec une alimentation riche en fibres, éviter les laxatifs irritants, éviter certains médicaments, en particulier les corticoïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les immunosuppresseurs, potentiellement des verticulotoxiques. Le traitement médical, c'est surtout dans la diverticulite aiguë. Donc, il faut mettre au repos le côlon en fonction de la gravité des symptômes, bien sûr. Il faut mettre le malade sous régime sans résidus, aspiration nasogastrique non systématique, bien sûr, traitement symptomatique d'une occlusion ou de vomissement répété. On fait l'aspiration nasogastrique si on suspecte une occlusion
ou des vomissements, s'il y a des vomissements épileptiques. Il faut traiter bien sûr la douleur par les antispasmodiques, mais il ne faut pas utiliser les anti-inflammatoires. Il faut mettre une vessie de glace sur la fosse iliaque gauche pour calmer la douleur et entamer une antibiothérapie qui est active sur les germes habituellement responsables de diverticulite aiguë. C'est surtout les bacilles à germes négatifs, les bacilles à gram négatifs, aérobie ou anaérobie. Les entérocoques, il faut donner en association l'amoxicilline associée à l'acide gluvaninique, c'est l'augmentin, qui est active sur les anaérobies et les entérocoques. On peut associer un aminoside, par exemple la gentamicine, qui couvre les entérobactéries, et certaines souches d'Escherichia coli sécrétrices de pénicillinase. On peut utiliser aussi les céphalosporines 3e génération ou la fluoroquinolone associée au flagile, au métronidazole. S'il y a allergie à la pénicilline, il faut associer un aminoside avec le métronidazole. Deuxième arme thérapeutique, le traitement instrumental, c'est le drainage percutané d'un abcès sous contrôle échographique ou sous contrôle scanographique. Donc, quand l'abcès est accessible, on peut le drainer par voie cutanée sous contrôle. Bien sûr, on repère à l'échographie ou au scanner l'abcès et on le ponctionne pour le drainer. Troisièmement, c'est le traitement chirurgical. Alors, le traitement chirurgical comporte soit une résection anastomose en un temps, on résègle le segment malade et on fait l'anastomose en un temps, soit on fait une résection anastomose protégée, c'est-à-dire on fait une colostomie de décharge, on ferme la partie basse du rectum et on reprend le malade 3 mois ou 6 mois après. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Hartmann. Et vous avez aussi l'exclusion-drainage, c'est une colostomie de décharge, ou bien une colectomie prophylactique. Nous allons parler tout à l'heure les indications de ces colectomies prophylactiques. Les indications thérapeutiques, ce qui est de la diverticulose colique non compliquée, bien sûr, c'est le régime hygiénodiététique, un traitement symptomatique par les régulateurs de transit, les antispasmodiques. Lorsqu'il y a une diverticulite aiguë, mais non compliquée d'abcès ou d'hémorragie, il faut mettre au repos le côlon par un régime sans les aigus, l'association dentalgique et une antibiothérapie en intraveineuse pendant 10 jours, puis relais par la voie orale pendant 2 à 3 semaines. En cas de diverticulite aiguë compliquée, on peut faire un traitement chirurgical, après bien sûr échec du traitement médical, une résection anastomose en un temps, après bien sûr 8 à 12 semaines de traitement médical. S'il y a échec, on opère le malade. S'il y a les conditions locales favorables, on fait une résection anastomose avec colostomie obligatoire. Là, par contre, si les conditions locales défavorables, c'est-à-dire il y a un abcès ou bien une fistule, on fait une résection anastomose avec colostomie obligatoire, bien sûr. On met type Hartmann. Et s'il y a l'exérèse est impossible, on fait une exclusion drainage, directement par un drainage percutané. Pour ce qui est des abcès, le traitement de l'abcès pelvien mal limité, il y a un risque d'évolution défavorable, un risque de péritonite, donc il faut les opérer. Après, si on peut tenter un drainage percutané sous contrôle radiologique, ou bien la réalisation d'une intervention en un temps
ou bien on fait un Hartmann et on reprend le malade pour le deuxième rétablissement de la continuité. Si pour les abcès mésocoliques de petite taille, il y a une possibilité d'évolution favorable sous traitement médical. Pour ce qui est des fistules, le plus souvent, le traitement est le plus souvent électif à distance de la poussée inflammatoire, bien sûr. Il faut faire une résection sigmoïdienne avec rétablissement immédiat de la continuité, plus une cure de la fistule selon l'organe concerné. C'est-à-dire s'il y a une fistule vaginale, on la ferme. S'il y a une fistule vésicale aussi, donc il faut traiter la diverticulose, la diverticulite, et en même temps fermer la fistule. S'il y a une résection, s'il y a une fistule entre le côlon et l'intestin grêle, on peut parfois faire une résection segmentaire du grêle. Et pour ce qui est des fistules avec l'utérus ou enfin les annexes, il faut faire une hystérectomie. Pour les sténoses qui justifient une intervention, ce sont surtout les sténoses cliniquement significatives, c'est-à-dire qui ont une symptomatologie clinique. Aussi, celles pour lesquelles les investigations préopératoires n'ont pas permis d'éliminer formellement un cancer colique, parce qu'il y a une sténose et qu'on ne peut pas la franchir pour la biopsier, à ce moment-là, bien sûr, il faut l'opérer pour régler le problème et en même temps éliminer un cancer. Donc, l'intervention pour les sténoses est réalisée au mieux à distance de l'épisode occlusif. Après préparation colique, on fait une résection anastomose protégée et on rétablit la continuité après. Pour les péritonites, c'est une exérèse d'emblée avec colostomie terminale, suture et drainage en contact sans exérèse avec colostomie d'amont. Pour ce qui est de l'hémorragie, il faut bien sûr, quand il y a un saignement, réanimer, donner du sang et corriger s'il y a des troubles de la coagulation. On peut faire une perfusion de vasopressine pour arrêter le sang quand il y a une hémorragie importante. Donc, ça permet d'arrêter dans 90%. Mais il y a des récidives qui peuvent survenir juste après. Et s'il y a un échec de traitement ou de récidive, il faut faire une colectomie segmentaire au total. Quelles sont les indications de la colectomie prophylactique? C'est les recommandations des sociétés savantes américaines et européennes. Pour ce qui est pour la Société européenne d'endoscopie chirurgicale, après 2 poussées de diverticulite symptomatique ou après une poussée, si le malade doit prendre un traitement immunosuppresseur au long cours. Donc, il faut opérer. Pour l'American College, s'il y a 2 poussées de diverticulite non compliquées, ou bien après une poussée de diverticulite documentée pour les malades jeunes ou immunodéprimés, il faut opérer. Vous avez aussi une autre société américaine de chirurgie de côlon et de rectum. Alors, eux, ils préconisent qu'après 2 poussées de diverticulite non compliquées, documentées, ou après une poussée de diverticulite compliquée, documentée ou non compliquée, c'est le malade est jeune. Il faut l'opérer. Mais actuellement, les propositions actuelles qui sont utilisées dans le monde, c'est après une deuxième poussée de diverticulite traitée médicalement, quel que soit l'âge et les signes de gravité, il faut opérer. Après une première poussée de diverticulite avec critères scanographiques de gravité, c'est les malades à risque, c'est les malades de moins de 50 ans, immunodéprimés, ou qui sont sous traitement immunosuppresseur, ou qui sont sur une corticothérapie prolongée, aussi, il faut les opérer. Quelles sont les recommandations?
Il faut les recommandations pour les malades qui présentent des diverticulites, des complications. Donc, l'utilisation des corticoïdes est déconseillée, ainsi que l'utilisation des anti-inflammatoires et des immunosuppresseurs. Donc, il faut les arrêter si le malade est sous ces traitements. Il faut hospitaliser le malade en cas de diverticulite aiguë avec mauvaise tolérance clinique, signe d'irritation péritonéale, impossibilité de maintenir une hydratation orale, absence d'amélioration après 48 heures à 72 heures de traitement ambulatoire, impossibilité de surveillance ou de terrain fragile ou des signes de gravité scanographique. Donc, en ambulatoire, en première intention, une antibiothérapie orale associant pénicilline plus acide glyvanique, associé à un inhibiteur des bêta-lactamases ou en cas d'allergie une fluoroquinolone ofloxacine associée au nitronidazole. Pendant 7 à 10 jours, la durée est bien sûr à évaluer en fonction de l'évolution. S'il n'y a pas d'évolution dans les médias, c'est-à-dire au bout de 48 à 72 heures, si on voit que le traitement médical ne donne pas de résultat, bien sûr, il faut passer à l'acte chirurgical. En hospitalisation, une antibiothérapie, initialement, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 à 10 jours en intraveineuse, puis relais pour une durée de 2 à 3 semaines. Voilà. En cas d'allergie au bêta-lactamine, il est recommandé d'utiliser une association de l'ofloxacine avec le nitromidazole ou l'association d'un aminoside et soit de nitromidazole lors du relais oral. Donc, en conclusion, la diverticulose du côlon est une anomalie anatomique acquise de la paroi, non compliquée et en général asymptomatique, mais peut se compliquer sur un mode inflammatoire ou infectieux ou hémorragique. Le scanner est l'outil de référence diagnostique et pronostique de la diverticulite aiguë. Les indications opératoires lors des diverticulites sont simples pour les urgences, péritonite et les complications tardives, fistules, sténose. Différer, c'est possible pour les abcès grâce aux ponctions et drainages guidés. Discuter pour la chirurgie prophylactique selon la gravité et le nombre d'épisodes. Voilà, je vous remercie.